quels sont les outils que nous ne connaissons pas forcément aujourd'hui et qui feront assurément notre quotidien demain. Pour ça, il y a un endroit formidable pour faire un bond dans le futur. C'est le CES de Las Vegas qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours. Et c'est Emmanuel Vivier qui va nous raconter ce qu'il a vu. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes expert numérique chez Hub Institute. Bonjour. Merci Régis et Sylvia de nous recevoir. Donc effectivement, en 15 minutes, on va faire une synthèse très synthétique parce qu'il y avait énormément de choses au CES. Ce salon qui aujourd'hui est un peu le salon en train de devenir le salon de l'objet connecté, mais qui à base était le salon de l'électroménager puis le salon de la hi-fi. Donc je vais pas vous parler de tous les écrans plats, il y en a encore plein, et effectivement le téléviseur, la télé est en pleine forme là-bas avec de la 8K, avec de l'écran ultra fin, la taille de votre iPhone. On a essayé de résumer un tout petit peu ce qu'on a pu voir en 10 tendances. D'abord, il faut savoir qu'il y a 3800 exposants, donc c'est énorme, c'est 10 à 12 km par jour quand vous vous baladez au CES, donc c'est dur de faire le tri, il y a à boire et à manger, il y a plein de choses formidables, et il y a aussi plein de gadgets totalement inutiles et absurdes. Beaucoup de pays et beaucoup de délégations représentées. Pour le coup, on a un peu le meilleur de l'Asie, des États-Unis, de l'Europe réunis. Et effectivement, dans la partie start-up, après les États-Unis et la Chine, la troisième délégation, c'est les Français. Donc pour une fois, on se débrouille effectivement pas trop mal en termes de visibilité. Donc 10 tendances qu'on a identifiées. On va les reprendre une par une. Beaucoup de choses. Ce qui est intéressant au CES, c'est pas chaque année, c'est aussi de comparer entre les années. Qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui n'a pas bougé. Finalement, une tendance, voilà, c'est quand on a plusieurs phénomènes, plusieurs innovations qui vont dans le même sens. Le premier, quand on parle d'objets connectés, on parle d'abord de connectivité. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on puisse emmener, emporter, connecter les usages. On le voit en France, évidemment, le smartphone continue de se développer et pourtant il y a encore de la marge. Tout le monde n'est pas connecté. Mais effectivement, pour ça, beaucoup d'annonces autour de la 5G à échéance 2020. Donc CES, il y a les choses disponibles tout de suite et puis il y a les annonces pour ce qui arrive. Et effectivement, Intel qui est déjà en train de proposer des modems 5G. En fait, des composants qui vont permettre demain à vos ordinateurs, à vos mobiles de pouvoir se connecter à la 5G, donc se connecter encore plus vite, encore plus rapidement. Alors pour effectivement les chaînes de télé comme TF1, c'est demain j'aurai peut-être TF1 en 8K sur mon mobile, mais il faudra la bande passante qui suit, il faudra effectivement la vitesse qui convient. On voit aussi toutes les normes de connectivité, Bluetooth et autres, proposer des connectivités encore plus rapides qui consomment encore moins d'énergie et qui vont permettre demain effectivement d'échanger des fichiers, d'échanger du flux, d'échanger du streaming entre un maximum d'appareils à l'intérieur de la maison. Et puis la connectivité, c'est aussi l'autonomie, c'est avoir des batteries qui tiennent de plus en plus longtemps parce que si on veut pouvoir se déplacer, si on veut pouvoir emmener son contenu, son info, son divertissement, son travail avec soi, faut pouvoir effectivement recharger les choses. Donc plein de startups. Là, c'est une startup française par exemple qui propose un petit pavé où vous pouvez poser votre téléphone. Il y a juste une petite languette à mettre derrière et ça permet de recharger son téléphone sans devoir le brancher. Donc c'est aussi simplifier, on va dire, cette augmentation de l'autonomie. La deuxième tendance, c'est vraiment on passe d'objets connectés à des objets connectés intelligents. Et donc l'intelligence, elle va pouvoir se trouver à plusieurs niveaux, soit dans l'objet lui-même, mais de plus en plus, comme il est connecté, dans le cloud. Donc c'est finalement pouvoir aller, on va dire, interroger de l'intelligence artificielle. Ça peut être de l'IBM Watson, du Cortana, du Siri, je vais y arriver, du Amazon Echo. Voilà, en fait, on va aller chercher de l'intelligence, ce qui fait que ça va éviter d'augmenter le prix de l'objet. Tout simplement, pour avoir un objet assez basique qui va chercher de l'information, qui va chercher de l'analyse un tout petit peu plus loin. Alors c'est vrai que le wearable cette année était un peu à la peine. Beaucoup d'annonces de sociétés qui finalement qui vont un peu moins bien, Fitbit et autres. Quand même deux acteurs qu'on fait un petit peu de bruit, alors ce qui est marrant parce qu'ils n'avaient pas de stand au CES, mais qui étaient là finalement de manière indirecte. Apple qui continue avec sa montre connectée a priori est assez satisfaite, et Snapchat qui a été très malin puisqu'ils ont un peu hacké le CES. Ils ont mis leur distributeur de spectacles, ces lunettes connectées que vous voyez qui permettent de faire un snap à deux endroits du CES pendant quelques heures, et surtout ils avaient acheté, comme quoi la pub c'est important, les fonds des panières à la sécurité de l'aéroport. Donc comme il y a 175 000 personnes qui visitent le CES
CES qui viennent et qui repartent, ils se sont dit finalement le meilleur moyen, on n'a pas les moyens d'avoir un stand, on ne veut pas acheter un stand, c'est de s'assurer que tous les gens qui sont passés à l'aéroport vont voir les pubs pour nos lunettes. Donc là encore, il y a toujours les gens présents et puis certains acteurs qui sont présents indirectement. Effectivement, là aussi, dans la façon d'utiliser les objets connectés, on voit aussi une simplification. C'est un peu comme toute technologie, au début elle arrive, elle fonctionne, et puis on va la simplifier pour presque l'oublier. Et donc dans le type d'interaction avec les objets, on voit qu'on passe du clavier à la souris, au tactile, au geste, et surtout à la voix. Et cette année, le grand gagnant effectivement du CES, c'était Amazon Echo. Son petit nom c'est Alexa, c'est cette enceinte connectée avec laquelle on va pouvoir interagir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette enceinte que on peut acheter a été vendue plus de 5 millions de fois avant Noël, et à Noël elle a encore plus cartonné. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet tout simplement d'interagir avec Amazon pour commander quelque chose. Donc je vais acheter, à la limite je vois une pub TF1, tiens je dis Alexa achète-moi ce que je viens de voir passer à la télé, mais surtout ça me permet aussi d'interagir avec d'autres objets connectés qui sont commandables depuis Alexa. Donc aujourd'hui il y a 5000 skills, 5000 services, il y avait plus de 1000 appareils compatibles avec Alexa au CES. Cette année, il n'y en avait que 2 l'année dernière. Et donc, effectivement, je peux commander un Uber, je peux commander ma pizza chez Domino's, je peux allumer mes lampes Philips, je peux allumer ou éteindre mes interrupteurs Legrand. Donc, ce qu'est en train de faire Amazon, tout simplement, c'est de créer une tête de gondole directement chez le client. Une fois qu'on a effectivement cette enceinte connectée, alors Google Home essaie de lancer un petit peu la même chose, mais un peu tard. Finalement, voilà, je suis installé, je lui simplifie tellement l'expérience client que c'est un énorme avantage compétitif que je crée. Et demain, on donnera peut-être de l'argent de poche à Amazon Echo. On lui dira jusqu'à $20, si ma lampe grille, tu es capable de voir qu'elle a grillé, tu es capable de la commander, tu es capable de la faire livrer, tu es capable d'appeler avec Amazon Local Services un artisan pour la changer, tu es capable d'ouvrir la porte, et donc du coup je m'en occupe pas. Donc ça nous fait presque un peu rire, mais quand on voit le succès, a priori, anticipation pour arriver fin d'année en France, il va y avoir plein de choses très intéressantes à faire, et peut-être de la super conversion de la télé au commerce via ce biais-là. Un exemple de compatibilité, voilà un aspirateur Samsung, on peut le piloter depuis Amazon Echo pour lui dire tiens, lance l'aspirateur, va nettoyer la salle à manger. Et évidemment, je peux aussi l'interroger à distance avec l'application mobile qui va bien. Donc là, effectivement, pas de stand là encore d'Amazon Echo, pas de stand d'Amazon, mais en tout cas une énorme présence à travers tous les produits compatibles. D'ailleurs, Lenovo lance aussi son enceinte connectée, mais en utilisant la technologie Amazon Echo. Donc demain, il y aura peut-être des versions avec des meilleures enceintes, mais effectivement, ils sont en train de vendre ce standard-là à d'autres équipementiers. Troisième tendance de la Smart Home et la Smart City. Alors cette année, c'était le thème du CES, c'était la Smart City. C'est pas évident quand on est un salon d'électroménager de la hi-fi d'aller jusqu'à la Smart City qui est presque des logiques industrielles, des logiques d'infrastructure. Donc évidemment elle était là sans être là, on l'a retrouvée finalement à travers tout un tas d'objets. Le retour de Sense, Raphaël Adjian, le français qui avait lancé le lapin, Nabastag et puis Mother, finalement qui est lui-même obligé de dire aujourd'hui on a une nouvelle version de nos petits capteurs. En fait on s'est rendu compte que même Mother était encore trop compliqué. On pouvait configurer des petits capteurs qu'on collait un peu partout dans la maison, mais il fallait avoir une station, c'était cher et très complexe. Il a dit finalement aujourd'hui j'ai fait des petits capteurs encore moins chers, donc un qui va par exemple suivre la température, un qui va suivre le mouvement, par exemple savoir si une porte est ouverte ou fermée, ou si votre grand-mère a soulevé son verre pour boire ses médicaments. Et il a dit finalement l'erreur que je fais toujours, c'est de vouloir faire des choses trop riches, trop complexes, et en fait quand on est sur la nouvelle technologie, c'est toujours la simplicité, la facilité de compréhension d'accès qui est clé. Voilà. Ensuite, évidemment, des choses plus au niveau de la ville. Donc là, beaucoup de choses. On l'a vu malheureusement à Paris avec les problèmes de pollution. Vraiment des capteurs, par exemple, qui vont permettre de suivre au niveau d'une ville, finalement, la qualité de l'air et pouvoir rapidement traiter cette information et la rendre accessible au plus grand nombre. Alors, quatrième tendance,
Je vais être très rapide, ici j'ai mis 15 slides, mais c'est vrai que c'est un nouveau salon de l'auto, le CES. D'un seul coup, énormément de constructeurs sont là. Il y a 3 ans, franchement, il y en avait de voitures normales. Il y a 2 ans, on avait des nouveaux tableaux de bord entièrement digitaux avec des écrans pour consommer, par exemple, du contenu et du divertissement. Cette année, c'était vraiment la voiture semi-intelligente. On n'est pas encore complètement la voiture autonome, annoncée plutôt autour de 2020-2025 pour les constructeurs. Mais en tout cas, une voiture qui va être capable d'anticiper ce qui se passe autour d'elle, de détecter un piéton, de freiner. Et finalement, les nouveaux acteurs clés de cette automobile, c'est pas les équipementiers, mais c'est les vendeurs de processeurs et de cartes graphiques, Nvidia, Qualcomm, etc. Parce que demain, effectivement, si votre tableau de bord est un écran, on va pas avoir envie que cet écran lag. Quand on conduit, il faut que ça marche tout de suite, ça marche tout le temps, et qu'on soit sûr que l'affichage soit parfait. Et quand effectivement cette voiture va devenir intelligente, il ne faut pas qu'elle bug, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit capable de calculer très très rapidement et très très réactivement ce qui se passe autour d'elle. Donc il y avait pas mal de prototypes, pas mal d'exemples de choses assez bluffantes, beaucoup de voitures électriques. Un des modèles qui a retenu notre attention, c'était ce prototype de Mercedes, assez bluffant. Donc en fait, c'est un camion de livraison, il y a des casiers à l'intérieur, et effectivement, quand le livreur s'approche d'une zone de livraison, en fait, le casier va automatiquement remonter, être attrapé par le drone qui est sur le toit et va être livré dans le quartier. Et là, on résout un peu le problème du drone qui peut certes voler, mais pas très loin et pas très longtemps. Donc là, c'est un peu le meilleur des deux. Je vais pouvoir livrer un quartier en quelques minutes, et puis on rapatrie les drones et on enchaîne. Donc à voir quand ça sera légal en Europe. On sait que la législation est toujours un peu plus compliquée chez nous, mais en tout cas, voilà, des choses intéressantes et des croisements finalement de différentes technologies, différentes innovations au service du client. 5e tendance, alors là c'est un peu le hack, c'est finalement le B2B, c'est l'industrie qui vient squatter le CES, parce que le CES c'est vraiment le produit final pour le client. Et là finalement on voit tout un tas d'acteurs. Cette année il y avait Air Liquide ou Engie qui exposaient, qui avaient amené des startups avec eux au service là carrément de la production. Il y en a qui nous disent que voilà, on n'est pas dans l'industrie 2.0 mais 4.0, on arrive au moment où finalement c'est vraiment les objets connectés dans l'entreprise. Si vous prenez General Electric qui n'était pas présente, mais eux par exemple ils ont fait un OS pour piloter aujourd'hui toute l'usine, donc depuis allumer les lumières, les chauffages, les appareils, et finalement c'est de se dire ces objets connectés, cette innovation, ça va permettre de simplifier et de rentabiliser l'industrie. Donc là on voit des imprimantes 3D qui impriment désormais en aluminium, en acier à des prix beaucoup plus accessibles. Donc là on fait plus que du prototype, mais on peut faire des pièces finale, juste quand on a besoin de remplacer par exemple quelque chose ou de tester un prototype. Et puis on a beaucoup parlé de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, on va en reparler juste après je crois, mais là c'est aussi intéressant de voir que finalement au-delà du jeu, du gaming, du contenu, du divertissement, il y a aussi tout un usage pour la maintenance industrielle, demain pouvoir afficher en réalité augmentée, donc je vois avec mes lunettes, mais en plus j'ai par exemple le détail de la manipulation à apporter pour changer la pièce, ou j'ai un instructeur qui à distance peut m'aider à faire la manipulation. Bah là il y a des usages tout de suite en termes de retour sur investissement très importants dans le domaine de l'industrie. Alors 6e, bah, effectivement, la sécurité. On voit bien que quand on parle d'objets connectés, de villes connectées, de santé connectée, de voitures connectées, aujourd'hui c'est déjà désagréable quand vous avez votre boîte mail ou votre page de réseau social qui est piratée. Quand demain ça sera effectivement votre voiture, quand demain ça sera votre maison qui s'ouvre et qui s'éteint, ça va être beaucoup moins drôle, voire ça peut avoir des vraies conséquences sur notre vie. Donc là aussi il y a quand même une vraie prise de conscience, une nécessité de faire beaucoup plus attention. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'objets connectés qui étaient quand même assez peu fiables en termes de sécurité, qui ont été hackés et piratés assez facilement. Donc là, il y a un gros engagement, il y a une grosse recherche de toute l'industrie pour améliorer ce point-là, avec entre autres, par exemple, des outils pour sécuriser finalement tout ce qui arrive à votre routeur Wi-Fi, à votre box, pour être sûr que voilà, les gens ne puissent pas rentrer dans votre box et du coup, demain, accéder à votre frigo connecté, à votre miroir connecté, à votre télé connectée. 7e tendance, bah, effectivement aussi un certain nombre de technologies au service de l'expérience client et du retail. On voit Sync & Go qui était là pour la 2e année consécutive, qui permet de faire en fait du paiement directement avec un écran. Donc imaginez demain, vous voyez effectivement de la pub sur un écran dans la rue, bah, vous allez pouvoir récupérer par exemple un coupon de réduction et aller dans le magasin avec, voire acheter la place
de musique. On pourra peut-être le faire avec son téléviseur aussi, pourquoi pas demain. Donc en tout cas, on cherche à enrichir cette expérience, à simplifier, à faciliter, à accélérer cette expérience de l'achat. Et d'ailleurs, une des tendances cette année, c'est ce qu'on appelle les écrans haptiques, donc vraiment écran de téléphone ou autre, sur lequel on va être capable de mimer des touchés différents. Donc vraiment, on va pouvoir enrichir l'interface avec l'impression, par exemple, d'un bouton. On va sentir le bouton qui est dessiné sur l'écran et on va pouvoir l'attraper. Donc ça va être aussi intéressant pour enrichir finalement le toucher qui a peu été travaillé jusqu'à maintenant. Aussi sur la partie interaction, toute l'arrivée des chatbots. Là, c'est l'exemple de Sephora, par exemple, qui vous propose, vous pouvez aller en ligne dans Facebook Messenger, vous conseiller pour, on va dire, du maquillage, et vous allez pouvoir carrément uploader votre photo. Ça va vous envoyer directement la photo avec l'effet du maquillage que vous voulez. Donc finalement, c'est utiliser un système de Messenger pour échanger de manière massive avec les clients, de manière à la fois personnalisée et en même temps être capable de gérer, pourquoi pas, 10 000, 20 000, 30 000 discussions en simultané, puisque là encore on a de l'intelligence artificielle la plupart du temps derrière. 8e tendance, effectivement, réalité augmentée, virtuelle et mixte. Finalement, pas mal de boosts, pas mal d'exposants, mais Oculus n'était pas là. Pas beaucoup de grosses innovations cette année. On voit que tout le monde est en train de travailler sur le contenu, des choses assez rigolotes. Voilà, ça prend pas du tout de place chez vous pour simuler que vous êtes en train de voler avec un petit ventilateur. Voilà, donc des fois du ludique ou un petit peu du loufoque. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on voit que la technologie à terme va s'intégrer dans les mobiles, que les casques vont perdre le câble, qui est quand même assez pénible quand vous jouez ou vous déplacez avec. Donc là, on va dire plutôt une année d'optimisation et d'enrichissement du contenu, pas de grosses révolutions. Tech for Good, cette année, la Silicon Valley était très critiquée pour finalement sa capacité à vivre un peu dans sa bulle de super millionnaires entre eux, et donc de leur dire que c'était bien de faire des apps, mais qu'il y a quand même quelques gros sujets dans le monde, l'alimentation, l'énergie, l'environnement, et que ce serait bien qu'ils utilisent tout leur super cerveau pour pouvoir travailler là-dessus. Et là, on a vu effectivement beaucoup d'exposants cette année autour de l'éducation. Il y avait 10 ou 20 ou 30 exposants qui proposaient des choses pour transformer vos enfants en programmeurs, en codeurs, pour les aider à apprendre autrement. On a vu aussi beaucoup de choses autour de la prévention, de la santé, de l'aide aux handicapés, de prothèses intelligentes, on va dire, d'assistance aux personnes âgées. Donc là aussi des vrais sujets de société pour lesquels au moins la technologie est mise au service du plus grand nombre. Là, c'est par exemple un feu qui va s'allumer quelques secondes avant votre feu de moto en détectant une décélération et voire être capable de prévenir les secours. Et des fois 2, 3, 4 secondes de plus, c'est la voiture qui s'arrête au bon moment et c'est les secours qui sont prévenus quelques secondes avant, quand vous avez un accident. 10, je vais en dire vraiment quelques mots parce que Laure avec China Connect a couvert ça très bien, mais effectivement cette année on a vu beaucoup de présence de la Chine. Alors certes toujours dans les pièces détachées, etc., mais finalement de plus en plus sur de l'innovation. On était assez bluffé de voir des grands stands par exemple de téléviseurs ultra plats, quasiment aussi bons que Sony, LG ou Samsung, dont je connaissais pas du tout la marque, mais ils sont des marques chinoises. Finalement, c'est des gens qui fabriquent les téléviseurs de ces marques-là. Ils savent finalement le faire pour eux, et on va les voir effectivement innover de plus en plus et pas juste arriver en MeToo. Alibaba avait un gros stand avec vraiment plein de démos du paiement par selfie, par exemple, et je pense qu'effectivement on va les voir monter encore en puissance. Et pour terminer, parce que voilà, le CES c'est aussi du grand n'importe quoi de temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées. De temps en temps, ça ressemble aussi au concours Lépine. Alors on se retrouve avec tout est connecté, même un peu les vieux trucs qu'on pourrait voir. Là, c'est un autre exemple. Alors là, c'est carrément le short ou la jupe connectée. Donc, quand vous vous dirigez dans la rue, ça vous dit gauche-droite avec des vibrations. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir votre smartphone. Bon, je ne sais pas comment on a fait pour vivre sans ça. Et effectivement, si quelqu'un vous saoule dans l'open space, il y a un nouvel appareil. Voilà, vous pouvez passer des coups de fil en toute discrétion. Avec ça, vous allez être au top dans l'open space. Donc là encore, c'est pas parce que c'est faisable, c'est pas parce que la technologie existe. J'aime bien les gens qui disaient la technologie est la réponse, mais il faut encore se poser quelle est la question. Donc là aussi, voilà, il va falloir. À la fin, c'est l'utilisateur, le consommateur, qui va quand même décider ce qui lui va ou ce qui lui va pas.
et qui fera un tout petit peu l'arbitre entre tout ça. Donc voilà, en 15 minutes, un petit résumé du CES, beaucoup plus de choses. Vous pourrez retrouver l'étude en ligne avec beaucoup plus, mais en tout cas, ça bouge, il se passe beaucoup de choses, et entre les contenants et les contenus, je pense que plus que jamais, toutes les lignes sont en train de se déplacer, et on va regarder ça de près.